Merci. Alors, bienvenue tout le monde à cette nouvelle activité du réseau RIVDOC, un panel de discussion qui sera intitulé Quel choix de carrière après le doctorat, un retour d'expérience et des conseils. Alors, moi, mon nom, c'est Khawla Boulahman et j'ai le plaisir de modérer ce panel de discussion aujourd'hui. Je serai accompagnée de ma collègue Lydie Belporo, qui est aussi membre de direction du réseau. Avant de commencer au vif sujet du panel, je voudrais juste revenir, comme d'habitude, à un rituel qui est devenu de nos activités, pardon, un petit rappel de la présentation du réseau, surtout pour les personnes qui ne le connaissent pas encore ou qui sont là pour une première fois. Le RIFDOC, Réseau international des femmes doctorantes, c'est une organisation qui est à but non lucratif et qui a à cœur l'entraide et la solidarité qui est transversale, on va dire, entre femmes doctorantes de différents pays à l'échelle internationale pour leur permettre de nouer des relations, bâtir des partenariats ou des collaborations en matière de recherche surtout. Et c'est aussi un espace de discussion et d'échange sur tout ce qui a trait au parcours en tant que femme doctorante dans le milieu académique. Mm. Alors, vous allez trouver dans la discussion, nous allons vous mettre le lien du site web pour les gens qui ne connaissent pas encore notre site web. Vous pouvez aller voir pour plus de renseignements sur nos missions, mais également sur les activités que nous réalisons au fur et à mesure. Puis, si vous avez toute question, vous pouvez nous écrire ou si vous avez une demande soit d'information ou de collaboration, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Alors, pour ce qui est du panel de discussion d'aujourd'hui, on va partir sur un échange interactif qui est en fait un peu structuré parce que nous avons préparé des questions au préalable afin d'aborder des questions qui pourront répondre peut-être à vos attentes également. Et si vous avez des questions, vous pouvez très bien nous les écrire dans la discussion ou tout simplement attendre à la fin de la discussion pour nous en faire part oralement. Dans l'activité d'aujourd'hui, en fait, nous aimerions plus être sur des actions pratiques, des conseils, des retours d'expérience qui seront plus concrètes. Et nous avons l'honneur d'avoir avec nous trois invités qui viennent de pays différents. Et c'est ça la signature aussi du réseau, c'est vraiment que ça soit à l'échelle internationale pour partager des expériences de différents contextes et de différents pour refléter la diversité de pays, mais aussi la diversité académique, on va dire, et professionnelle. Notre première invitée, je commencerai avec Euphraisie Jovial-Guité. Elle vient de la Côte d'Ivoire. C'est une chercheuse enseignante et consultante indépendante. Elle détient un doctorat en économie de développement, spécialité développement et amélioration du capital humain et la santé reproductive en milieu scolaire. Elle a collaboré avec des différentes organisations internationales, notamment Millennium Challenge Corporation et aussi PEPFAR, qui est le plan d'urgence présidentiel de lutte contre le sida, dans le cadre du projet intitulé Des chiffres et des jeunes. Frézy est également chargée de cours à l'Institut supérieur des 3 arts en Côte d'Ivoire. Et je tiens vraiment à la remercier spécialement parce que il y a un grand décalage horaire. Je sais que c'est encore le début du matin, Frézy. Donc, un grand merci et bienvenue à ce panel. Merci beaucoup. Notre deuxième invitée est Christine Baudouin, professeure adjointe en méthodologie de recherche des interventions transdisciplinaires au pôle environnement urbain à l'UOF à Toronto. C'est ma collègue. On travaille ensemble à l'université. Elle s'intéresse aux relations humain-environnement. Elle est titulaire d'un doctorat en sociologie et elle a une formation multidisciplinaire en sciences sociales de l'Université d'Ottawa. Christine, comme j'ai dit, nous rejoint de Toronto. Bienvenue, Christine. Merci, un plaisir d'être ici. Merci. Et notre troisième invitée est Émilie Doré. Elle est fondatrice de Réussir sa thèse, que personnellement, je la suis depuis quelques années. Pour info, je lis tes courriels chaque dimanche quand tu les envoies. Elle est formatrice indépendante, pardon, auprès des jeunes chercheurs. Elle a un doctorat en sociologie de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Au passé, elle a intégré l'IRD, une institution gouvernementale de recherche sur les pays du Sud.
et elle est partie en expatriation au Pérou. Bienvenue, Émilie. Émilie, je pense que tu nous rejoins de la France. Merci de me confirmer. Elle vient de la France, donc bienvenue et merci de l'acceptation de cette invitation. Voilà. Merci beaucoup à toi et à vous toutes. Effectivement, je suis à Toulouse. Il fait déjà nuit, c'est la fin de la journée. Vous allez me voir beaucoup cligner des yeux parce que j'ai les yeux un peu fatigués des écrans. Et voilà, merci beaucoup pour cette Ben, invitation. merci. Ah oui, merci. Ben, je sais que c'est pas toujours évident de choisir des dates, un horaire qui est vraiment le même pour tout le monde, on va dire. Mais c'est vraiment, on va dire, une moyenne que nous avons fait le midi à 13 heures à l'échelle internationale qui convient à tous nos membres, du réseau. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette discussion avec nous. Alors, sans plus tarder, comme j'ai dit, nous avons structuré notre discussion autour du choix de carrière après le doctorat, après la thèse. Donc, les doctorants et les doctorantes, c'est un sujet qui les intéresse toujours parce que ça leur intrigue toujours qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite. Souvent, on a peut-être, je ne sais pas si c'est un mythe ou pas, ou c'est pas vrai ou vrai, mais de toutes les manières, on pense toujours peut-être à l'enseignement lorsqu'on commence ou seulement à la recherche, alors qu'il y a différents horizons, il y a différentes portes qui s'ouvrent et que peut-être on voit de plus en plus lorsqu'on commence le doctorat, lorsqu'on est en pleine thèse, on ouvre les yeux et on a peut-être des orientations qu'on aime le plus et vers lesquelles on tend à, à, à vouloir travailler là-dessus, etc. Donc, ça serait notre sujet aujourd'hui. Pour commencer, je voudrais vous demander à nos invités de partager avec nous brièvement votre parcours académique et les principales étapes en fait qui vous ont conduit à votre poste actuel, c'est-à-dire ce que vous avez étudié ou ce que vous avez fait pour arriver à votre poste actuel. Est-ce que c'était une poursuite d'études que vous avez fait pour avoir votre poste ou bien c'était autre chose qui a été menée au cours de votre thèse peut-être ou de votre parcours professionnel pour arriver à votre poste là? Je pourrais commencer par Émilie, je te permets? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous m'entendez bien? Le son est clair? D'accord. Très bien. Bien, mes études, j'ai fait des études de droit et de sciences politiques à l'université et je n'ai fait de la sociologie qu'au niveau du doctorat. Et j'ai fait un doctorat en sociologie que j'ai soutenu en 2009. Donc, en fait, quand j'ai fini mon doctorat, je me posais pas la question de ma carrière. C'était quelque chose que j'avais tout à fait écarté de mon esprit. C'était juste finir ma thèse. Et donc, je me suis retrouvée à suivre un chemin sans trop réfléchir, en fait. Le chemin qui m'a paru le plus évident, à savoir continuer dans l'université et faire ce que tout le monde avait l'air de faire, c'est-à-dire passer des concours et essayer d'avoir un métier d'enseignant-chercheur. Ça avait l'air d'être la seule, en fait, celle qu'on devait suivre. On m'avait bien mis en garde qu'il n'y avait pas beaucoup de travail, mais voilà, il fallait s'accrocher. Donc, c'est ce que j'ai fait à la sortie de ma thèse. J'ai candidaté pour être enseignant-chercheur. J'ai passé 1 an à candidater partout. Je ne trouvais pas. C'était très, très. Déjà, on était en 2009-2010. Maintenant, c'est pire encore, hein. Il y avait déjà pas beaucoup de travail au niveau des universités, beaucoup de candidats et peu de postes. Euh, et puis j'ai trouvé quand même, miracle, voilà, j'ai trouvé en 2010, donc à peu près 1 an après avoir soutenu, j'ai trouvé ma foi, un bon poste, donc c'était bonne surprise, un post-doc, donc un poste de recherche, bon, voilà, qui me permettait de repartir à l'expatriation, parce que j'avais déjà fait ma thèse sur un terrain étranger. J'étais très contente. Voilà, je me disais que bah, ça y est, le chemin était tracé. Euh, j'ai fait ce postdoc et puis pour me rendre compte qu'en fait, ça ne me plaisait pas. Et que le premier doute dans mon esprit, est-ce que réellement je suis faite pour faire de la recherche dans un cadre académique et universitaire? Alors, ça ne me plaisait pas pour des raisons qui me sont propres. Ça ne veut pas dire que ça déplaît à tout le monde et que peut-être que d'autres personnes à ma place auraient été absolument enchantées. Finalement, c'était un poste intéressant. Mais je ne retrouvais pas la liberté d'action de ma thèse. Je trouvais que tout était phagocyté par les questions administratives,
Je n'ai pas retrouvé l'ambiance de la thèse, la liberté. Donc, je vais essayer de résumer les choses rapidement pour pas prendre la parole trop longtemps, mais c'est vrai qu'à la suite de ça, j'ai commencé à me poser des questions sur ce qui allait advenir de moi. Quand je suis tombée enceinte de ma première fille, en 2011, ça a été pour moi j'allais dire le prétexte, l'excuse rêvée pour dire: «Écoutez, je ne vais pas poursuivre, mon contrat, j'arrête». Parce que je ne savais pas très bien expliquer pourquoi je voulais arrêter. En fait, je ne comprenais pas, alors que c'était un poste, en plus, c'était très bien payé, je peux vous dire. Et je suis arrêtée pour ne rien avoir, en fait, pour rien. J'ai arrêté et je n'avais plus rien derrière. Hem mais simplement, je sentais que je ne pouvais pas continuer. Et pendant 3 ans, je me suis dit: «Ben, en fait, j'ai fait une thèse, j'ai fait une carrière pour finir femme au foyer. C'est ce qui va m'arriver, ma vie s'arrête ici». Et hem et j'ai rebondi, en fait, au bout de 3 ans. J'ai créé ma propre entreprise. Je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale que je n'aurais jamais, jamais pensé faire quand j'étais en doctorat. Je n'aurais jamais pensé ça. Donc, je vais pas prendre la parole trop longtemps. Je pense que plus tard, je pourrais expliquer comment ça s'est passé. Mais donc, j mon entreprise porte sur la formation à la recherche, parce que c'est une entreprise de formation pour les chercheurs. Donc d'une certaine façon, ma thèse m'y a préparée, mais d'une autre, pas du tout, en fait. C'est-à-dire, j'ai dû apprendre tout ce qui est gestion d'entreprise. Ça, c'est quelque chose de complètement à côté de ma formation initiale et c'est venu, vraiment comme une surprise, en fait. Excellent. Merci beaucoup, Émilie, pour le témoignage. Je passerai la parole à Christine. Oui, merci beaucoup. Super d'entendre ton parcours, Émilie. Merci pour le partage. Donc, moi, j'ai commencé mes études avec un baccalauréat en psychologie et je croyais que je voulais devenir psychologue. Mais finalement, après 4 ans d'études de premier cycle dans ce domaine, j'ai réalisé que c'était pas exactement ça que je voulais. Et j'ai commencé à prendre des cours d'anthropologie, ce qui m'a amené un peu par hasard à faire une maîtrise en anthropologie. Donc, c'était pas une ambition décidée d'avance, c'est arrivé un peu comme ça. Mais j'ai découvert vraiment une passion pour la recherche et les sciences sociales. Finalement, j'ai décidé de poursuivre un doctorat. Et quand j'ai fait mon doctorat, j'étais consciente que le milieu académique est assez compétitif. Donc, ça m'intéressait, c'est sûr. J'avais en tête, ben, peut-être que je pourrais être professeur un jour, mais c'est assez difficile dans le contexte actuel. Donc, j'avais choisi de faire mon doctorat d'une manière à vraiment développer des capacités qui seraient en demande sur le marché du travail. Donc, j'ai choisi la sociologie, qui est déjà, je ne veux pas de faire hiérarchie disciplinaire, mais c'était un peu mieux reconnu sur le marché du travail que l'anthropologie au Canada, en tout cas. Donc, c'était un peu un choix d'être comme, OK, je vais être stratégique avec la discipline. Et puis là, j'ai choisi un projet où je pouvais faire des méthodes mixtes, donc intégrer le qualitatif avec le quantitatif, parce que je sais que le quantitatif est aussi en demande sur le marché du travail. Donc, j'ai un peu fait des choix stratégiques pour garder mes portes ouvertes parce que je ne savais pas trop où j'arriverais finalement. J'ai toujours travaillé de manière assez transdisciplinaire, interdisciplinaire, donc je collaborais avec des chercheurs en sciences naturelles. Mais j'ai eu la chance d'avoir un biologiste qui m'a demandé de rejoindre leur équipe. Je travaille sur des enjeux environnementaux. Donc, j'ai rejoint une équipe de biologistes pour faire un post-doctorat après mon doctorat sur les dimensions humaines et sociales de la conservation de l'environnement au Canada, en Ontario, donc dans la province d'où je viens. Et donc ça a été une super opportunité. Et entre-temps, il y a un poste qui s'est ouvert à l'Université de l'Ontario français, donc une toute petite université, une nouvelle université francophone en milieu minoritaire en Ontario. Donc, Toronto est la plus grande ville du Canada, mais elle est strictement pas mal anglophone. Il y a beaucoup d'autres langues et des immigrations. Et les francophones on est vraiment minoritaire à Toronto. J'ai appliqué pour le poste, mais en me disant, ah, ça va être une pratique. L'année prochaine, je vais appliquer pour plusieurs autres postes. Mais finalement, je pense que j'étais là au bon moment et ça l'a débloqué. Donc, je suis maintenant professeure adjointe à l'UOF avec Raoula qui travaille en recherche. Et oui, on parlera un peu plus Ouais. tard des autres détails, mais je pense que c'est un bon aperçu de mon parcours. Merci. Super. Super. Merci beaucoup, Christine, pour le témoignage également. Je donne la parole à Euphésie. D'accord, merci pour le partage.
Il faut dire que moi, à mon niveau, dès le lycée, j'avais deux choses en tête. Déjà, je savais que je voulais avoir le doctorat, mais j'hésitais entre la médecine et les sciences économiques. Donc, tout au long de mon cursus, c'est-à-dire au lycée, j'ai essayé de prendre des informations sur tout ce qui concernait ces deux secteurs, à savoir la médecine et les sciences économiques. Et donc, je remarquais au fur et à mesure que j'avais des informations que je ne pourrais pas vraiment m'adapter à la médecine à cause de tout ce qui est sang et tout ça. Donc, j'ai tout de suite pris la deuxième option qui était les sciences économiques. Et donc, bien évidemment, je me suis inscrite en sciences économiques. J'ai eu un parcours assez linéaire. Mais il faut dire que c'est tout au long de mon parcours universitaire que les choses se sont bien ficelées pour moi. C'est au fur du temps que j'ai compris comment est-ce que je devais faire pour réellement avoir le doctorat en sciences économiques et où est-ce que ce doctorat-là allait me permettre de m'installer en termes de fonction, on va dire. Donc, mes professeurs avec qui j'échangeais beaucoup dans un premier temps, m'ont montré comment est-ce que je devais faire pour avoir le doctorat. Donc, tout au long de mon cursus scolaire ou bien de mon parcours doctoral, je prenais toujours des conseils et j'essayais de voir en fait comment m'orienter, comment est-ce que je devais faire pour être, certes, avoir le doctorat, mais avoir le doctorat avec certaines compétences. Donc, cela m'a permis aussi de diversifier mes compétences au travers différentes, des différents stages que je faisais ou bien des différents emplois que je faisais, que ce soit, on va dire, avec le PEPFAR ou le DICIAL pour l'analyse de données qui n'était pas forcément typique à la science économique, mais cela me permettait aussi de diversifier mes compétences. Donc, de fil en aiguille, j'ai poursuivi mon parcours doctoral et avec aussi les conseils de mes professeurs. Il faut dire que j'ai été, dès la troisième année, impactée positivement par mon professeur de croissance économique, qui était une jeune dame, docteur, et je l'admirais tellement que je travaillais toujours plus que les autres pour ne serait-ce que arriver à toujours avoir de bonnes notes, pour qu'elle puisse toujours me conduire, m'orienter, me conseiller. Donc, de fil en aiguille, euh, j'ai eu le doctorat en sciences économiques, option économie de l'éducation. Et le fait même de m'acharner dans le travail m'a permis aussi d'avoir des opportunités, c'est-à-dire que mon travail me précédait. Lorsqu'il y a une analyse ou il y a un travail qui doit être fait et que certaines personnes qui m'avaient côtoyé dans le passé me recommandaient, ils étaient toujours satisfaits de mon travail, que ce soit en termes de consultance dans l'analyse de projets de développement ou que ce soit même en termes de l'enseignement. Et donc, ces recommandations-là, on va dire ces recommandations-là, qui m'ont conduit à avoir mon poste d'enseignante à l'Institut supérieur, les 3A. Et même aussi, ce sont ces compétences-là aussi qui me permettent chaque jour d'avoir des contrats de consultance. Parce il faut dire que le secteur de la recherche est assez saturé, encore plus saturé ici, précisément en Côte d'Ivoire, où lorsqu'un docteur n'a pas forcément toutes les compétences et les qualifications nécessaires, il ne peut pas s'imposer sur le marché, sur ce marché qui est très concurrentiel. Donc, en réalité, c'est nos compétences, c'est le travail qu'on fait pour tel ou tel qui nous recommande ou qui fait on a par moment ou chaque fois de nouvelles recommandations pour pouvoir travailler ou pour pouvoir avoir aussi d'autres opportunités. Donc, je vais dire que dans un premier temps, Ouais. j'avais déjà cette vision-là de devenir docteur, mais au cours de mon parcours scolaire, j'ai eu des personnes sur mon chemin qui m'ont aidé à affiner cet objectif-là et qui m'ont permis aussi, par les conseils, de travailler dur et de ressortir avec le doctorat, mais également avec des compétences solides qui me permettent chaque jour d'avoir de nouvelles opportunités.
Excellent. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Frazy. Puis je suis très heureuse d'écouter vos témoignages parce que ça reflète parfaitement euh, une diversité de perspectives, mais aussi de différents choix, on va dire, professionnels. Par exemple, Émilie, elle a parlé du postdoc, puis ça n'allait pas, puis elle est restée sans travail pendant un bout de temps. Et c'est venu à un certain moment l'idée de l'entrepreneuriat. Christine, qui a directement à travers une expérience avec un centre de recherche, je pense, une association, pardon, qui a fait l'association, mais elle a bien parlé de certains choix stratégiques. Puis Euphrasi qui a parlé d'un objectif dès le départ, depuis son jeune âge, et euh, et le fait de développer certaines compétences solides pour réaliser son objectif. Donc, je poserai la question à Christine. Quelles sont en fait les influences ou les expériences qui ont joué un rôle clé dans la décision de poursuivre cette carrière que tu suis maintenant après ton doctorat? Est-ce qu'il y avait par exemple des moments particuliers ou bien il y avait des personnes mentors peut-être qui, comme le cas de Phrasé, une personne qui l'influençait, etc. Est-ce qu'il y avait d'autres facteurs qui ont pesé dans cette transition? Oui, merci. J'avoue que j'avais beaucoup le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si certains d'entre vous partagent ça aussi. Mais j'étais vraiment chanceuse d'avoir un superviseur de doctorat qui m'a beaucoup, beaucoup encouragée. Il m'a aidé à développer mon réseau aussi, donc à me mettre en contact avec d'autres chercheurs. Il m'a amené comme assistante de recherche dans un projet de recherche partenarial avec d'autres universités d'impliquer. Donc ça m'a permis après un peu comme Euphrasie décrivait, j'ai eu d'autres contrats d'Astana de recherche. J'ai même un contrat de consultation avec le gouvernement en ce moment. Et c'est tout lié à ce réseau-là que j'ai commencé à développer à travers mon doctorat. Je suis aussi maintenant vice-présidente de l'Association canadienne d'études environnementales et j'ai commencé juste comme membre du conseil exécutif quand j'étais au doctorat. Donc ça, c'était une autre manière de réseauter qui n'était pas à travers mon superviseur, mais un autre réseau que j'ai développé. Et je pense que ces réseaux-là, c'est quelque chose qui aide vraiment pour avoir des références, pour avoir des opportunités de présentation, contribuer à l'organisation de la communauté académique et c'est reconnu quand on cherche un poste. Donc ça, c'est des choses qui m'ont aidée. Et il y avait aussi, j'ai aussi eu certaines mentors, donc une femme qui était sur mon comité de thèse de doctorat qui m'avait beaucoup inspirée, et aussi une autre femme d'une autre université qui m'a embauchée comme assistante de recherche que j'ai connue à travers le réseautage que j'ai fait pendant mon doctorat. Donc de voir qu'on avait ces femmes-là qui travaillent dans le domaine de conservation de l'environnement, qui est quand même assez où il y a beaucoup d'hommes blancs qui dominent. Donc, de voir cette diversité un peu de femmes qui étaient aussi dans le milieu, qui se faisaient une place, c'était très inspirant pour moi. Quelque chose aussi, ça a été de pas négliger les petites universités. Donc, des fois, quand on est dans le milieu académique, il y a ces attentes de prestige et de hiérarchie. Mais moi, j'ai vraiment gardé l'esprit ouvert et j'allais voir sur les sites web de toutes les universités dans la région géographique où j'étais prête à déménager. Donc, c'est ça, des fois, il y a si on est au Canada ou au Québec, il y a aussi les cégeps, des centres de transfert de connaissances collégiaux. Donc, tu sais, de ne pas négliger les plus petites institutions. Des fois, on n'y pense pas ou elles sont moins visibles, mais il peut y avoir des opportunités. Et je ne sais pas si j'aurais été pris comme professeur dans une plus grande institution. Donc, c'est vraiment des bonnes pistes à aller voir. Et aussi clarifier un peu son expertise. Je pense que c'est quelque chose qui m'a aidée. Donc, je travaille dans le domaine environnemental, puis on le voit avec les crises socio-écologiques. Je pense que c'est un domaine où il va y avoir de la demande. Il y a de la demande autant au niveau des gouvernements, donc pour faire de la recherche partenariale, mais aussi pour faire des contrats de consultants et en académie et tout ça. Et ça a longtemps été dominé par les sciences naturelles. Donc, le fait que moi, je vienne avec une perspective de sciences sociales, je pense que ça m'a permis de développer un peu comme une niche d'expertise et surtout que je fais des terrains en Ontario, que je suis francophone. Donc, c'est ça, j'ai comme développé une niche qui n'était pas nécessairement remplie par d'autres personnes dans mon contexte géographique, dans ma discipline, dans les réseaux dans lesquels j'étais déjà. Donc, ça a comme créé une demande pour mon expertise. Puis je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi à être reconnue, à avoir des opportunités de contrat qui m'ont aidé à publier. Et c'est les publications
qui mène au poste si vous êtes intéressé en académie. Donc, je vais finir là pour l'instant, mais oui, merci. Merci Christine, mais c'est vraiment un peu de tout, on va dire. Il y avait des personnes qui ont influencé peut-être ton parcours, comme tu as expliqué, mais aussi le fait que tu as fait des choix plus stratégiques en planifiant et en clarifiant les expertises, mais aussi d'aller chercher plus de perspectives ailleurs, et non seulement dans des grands organismes peut-être. Donc, tu étais comme tu l'as bien dit, tu avais un esprit ouvert. Merci beaucoup. Je passe la parole à Euphrasie. Ok, merci encore pour la parole donnée. Moi, oui, j'ai été influencée, comme je l'avais dit dans ma première intervention, c'est-à-dire j'ai été influencée déjà quand je suis rentrée à l'université, mais au cours de mon parcours doctoral, il faut dire que j'ai vraiment été influencée aussi par mon directeur de thèse qui, lui, m'a orientée d'une certaine manière. Parce qu'on va dire que dès le départ, comme je l'ai dit, certes, je voulais avoir le doctorat, mais moi, je voulais avoir le doctorat. Pourquoi? Pour moi, avoir le doctorat, c'est automatiquement enseigner à l'université et dans l'université dans laquelle j'allais avoir mon doctorat. Donc, au cours de ce parcours-là, j'ai eu le conseil de mon directeur de thèse qui m'a montré une panoplie d'opportunités qui s'offraient à moi. Donc, ces opportunités-là s'offraient à moi dans la mesure où j'aurais, pardon, les compétences nécessaires pour pouvoir les saisir. Donc, par son accompagnement, j'ai pu élargir, on va dire, ma vision de la fonction que pouvait avoir un docteur. Et donc, j'ai commencé à me lancer dans la consultance indépendante, c'est-à-dire offrir mes services au cabinet de consultance, bien au cabinet d'analyse sur des thématiques bien précises, soit dans l'analyse, soit dans l'interprétation de données. Donc, le fait de m'ouvrir, d'avoir une autre vision ou une large vision des opportunités ou des fonctions qu'un docteur peut avoir, m'a permis aussi d'acquérir certes des compétences, mais d'avoir aussi d'autres postes comme la consultance que je fais quotidiennement dans des cabinets. Et au-delà de ça aussi, m'a permis aussi d'enseigner, pas forcément dans l'université dans laquelle je voulais aller, mais dans d'autres institutions supérieures, dans d'autres institutions d'établissements supérieurs, et également me permet chaque fois de faire la recherche à travers les articles que j'écris, les publications que je fais. Et tout ça permet en fait me permettre, pardon, d'améliorer mes compétences, de les développer encore plus et de rechercher, de viser encore plus loin d'autres institutions plus tard. Donc, on va dire que si mon directeur de thèse ne m'avait pas fait comprendre, ou bien ne m'avait pas fait voir cette panoplie d'opportunités qui se présentaient à moi, je pense que j'allais vraiment me cantonner uniquement que dans l'enseignement et ne faire que l'enseignement. Mais maintenant, je peux dire que j'enseigne certes, mais je fais aussi de la consultance, je fais aussi de la recherche et cela aussi me permet de, de découvrir, on va dire, d'autres facettes même de la recherche, de découvrir aussi d'autres disciplines. Parce qu'en faisant de la consultance, c'est clair que c'est pas que de l'économie que je fais, mais souvent je peux être amenée à travailler dans des secteurs comme la santé ou dans des secteurs même comme, comment dirais-je, l'agriculture, ainsi de suite. Donc, tout ça Mhm. permet en réalité de diversifier aussi mes compétences et mes connaissances tout au long de mon parcours professionnel, ce qui ne peut qu'être avantageux pour moi. Tout à fait. Tout à fait, Merci. merci Euphrasie. Tout à fait, parce que les personnes au doctorat, ils apprennent et ils accumulent plusieurs compétences transversales de gestion de conflits, de résolution de problèmes, mais aussi de recherche etc., en méthodologie et tout, la rédaction, l'analyse, etc. Donc, ce sont des points qui sont très intéressants. Merci. Je donne la parole à Émilie. Je réactive mon micro. Donc sur cette question des rencontres, hein, c'est bien ça? Des influences positives qu'on a pu avoir? Exact. Évidemment, je pense que mon témoignage va être assez différent parce que mon parcours a été accidenté. Et il y a eu à un moment une rupture de parcours.
Et c'est ça qui le rend étrange, peut-être. Euh, et en même temps, je suis contente d'être ici parce que si vous qui nous écoutez à un moment, bah, vous avez quelque chose qui se passe pas tout à fait bien dans votre parcours, qu'à un moment, vous avez un burn-out, quelque chose comme ça, dites-vous que tout n'est pas fichu et qu'on peut rebondir. Et je dirais pour les personnes qui m'ont inspirée, sont justement des personnes qu'on n'attendait pas, que je n'attendais pas du tout. Et hors milieu académique, et c'est ça qui m'a permis de rebondir hors milieu académique. Une personne qui m'a aidée, c'était tout simplement une autre maman que je croisais à la sortie de la crèche où je laissais mon bébé. Et cette maman avait commencé une activité entrepreneuriale de formation en ligne, mais sur un domaine totalement différent du bien. Elle travaillait dans le développement personnel, et, mais avec cette méthode de la formation en ligne. A priori, rien à voir avec moi. Et puis en parlant, elle m'a dit, mais pourquoi tu n'appliques pas cette méthode-là à ton domaine à toi, la formation en ligne? Et c'est comme ça que petit à petit, l'idée a germé, tout simplement grâce à cette rencontre et à cette discussion à la sortie de la crèche. Donc, et après, j'ai fréquenté des cercles d'entrepreneurs, j'ai compris comment on pouvait mettre le pied à l'étrier. Donc, ne vous limitez pas, parlez à tout le monde, y compris, je dirais, en dehors de l'université. Euh, et là, ça peut aussi rejoindre mes collègues qui se sont exprimés. On a tout à apprendre à ne pas se cantonner, à ne pas s'enfermer dans une voie, à parler avec tout le monde, à acquérir des compétences qui a priori n'ont rien à voir, mais qui peuvent nous permettre de rebondir. En fait, il faut suivre, plutôt que la voie toute tracée, il faut suivre notre curiosité et notre intuition, nos envies, et comme ça, on a plusieurs cordes à son arc. Et quand il y a un problème, ben, on peut rebondir. Merci beaucoup, Émilie, pour ces mots. Puis, on va dire, c'est aussi un conseil en soi parce que c'est vrai, il faut quand même essayer de faire des choses qui nous passionnent pour pouvoir réussir dans un chemin professionnel qui va durer. Euh, alors sur ce, Émilie, est-ce que tu pourras par exemple partager avec nous les défis que tu as rencontrés tout au long de ta carrière, peut-être après le doctorat, c'est-à-dire ou la fin de ton doctorat, puis après ton doctorat, en cherchant un travail ou en pensant à ta carrière comme tu as expliqué? Est-ce qu'il y a eu des défis ou bien est-ce qu'il y a des expériences, pas de défis nécessairement, mais des expériences qui ont été particulièrement significatives en tant que femme, surtout dans le domaine professionnel? Mmh. Eh bien, écoute, je dirais que quand je faisais mon doctorat, je ne voyais aucune différence du fait d'être femme. Et je n'y accordais vraiment pas d'importance. Et pour moi, c'était juste faire le même boulot que tout le monde. Et voilà, je n'avais pas perçu de différence de traitement. Dans mon cas, c'est l'expérience de la maternité qui m'a ouvert les yeux sur la spécificité d'un parcours féminin. Donc, je ne généralise pas, mais en tout cas, mon expérience, c'est que c'est à ce moment-là que les inégalités se révèlent. Puisque ça n'est pas simple de concilier le fait d'avoir un bébé, c'est extrêmement fatigant. Ça n'est pas quelque chose qu'on fait de 6 heures à 21 heures et puis le reste de la journée, on est libre, on n'y pense plus. Non, non, c'est un engagement extrêmement fort. Que je n'avais pas du tout anticipé comme tel. J'avais prévu de passer, pour te dire, hein, c'est une anecdote que je cite de temps en temps, mais j'avais passé les écrits du CNRS, donc c'est le Centre national de la recherche scientifique en France, pour passer le concours. Et puis, j'étais convoquée à l'oral, la date tombait 15 jours après mon accouchement, et je pensais que j'allais faire l'oral. Jusqu'au bout, je m'étais préparée pour l'oral. Je n'ai compris qu'après que c'était pas possible physiquement. Mais j'avais pas compris ça. Donc j'étais vraiment dans des rails à me dire aucun problème, j'y vais. Et à ce moment-là, disons, l'expérience de la maternité m'a fait comprendre que non, qu'il y avait quelque chose ici qui n'était pas si simple. Et aujourd'hui, en parlant avec puisque je forme des doctorantes, j'ai une majorité de femmes dans ma clientèle, une grande majorité. Je dirais
au moins 80%. Ça dépend des formations, mais ça va de 80 à 95% de femmes dans ma clientèle. Je me rends compte que le problème des femmes dans la recherche, c'est cette impossibilité à cloisonner la vie privée et la vie professionnelle. Les hommes y arrivent mieux que nous, c'est-à-dire pour eux, ils arrivent au travail et c'est cloisonné. Mais pour nous, c'est une violence de cloisonner ça. On ne peut pas entièrement, c'est ce que j'observe parmi mes doctorantes, faire abstraction de la vie privée quand on est dans la vie professionnelle. On peut pas oublier qu'on est fatigué parce qu'on n'a pas dormi la nuit, parce que le bébé a pleuré. On peut pas oublier qu'on doit partir à 17 heures parce qu'il faut aller chercher l'enfant à l'école ou à la crèche. On peut pas oublier qu'on a une charge mentale qui est bien plus forte que nos collègues masculins. Donc on peut pas entièrement cloisonner. Je sais pas si je m'exprime correctement ou clairement. On peut pas Émilie, séparer en fait les aspects. Oui. désolée de t'interrompre, c'est juste question de temps aussi, mais c'est finalement un défi personnel, c'est ça? Le défi personnel, c'est durant la naissance de ton bébé que tu as aperçu la différence ou l'inégalité. Mais c'est ça? Oui, c'est ça. Excellent. OK. Merci beaucoup, Émilie. Je donne la parole à Christine par rapport au défi. Que tu as un défi, une expérience significative à nous partager? Oui, merci. Ben, en général, apprendre à balancer les priorités, ça, je pense que c'est pour tout le monde, pas juste les femmes, mais ça a été un grand défi, puis je suis encore en apprentissage de ça, comme nous toutes, sûrement. Mais oui, ça c'est un grand défi. Puis moi, je suis une femme, mais j'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille. Et quand j'étais au doctorat, c'était un peu comme toi, Émilie, je sentais pas vraiment la différence entre les hommes et les femmes, tout était un peu similaire, mais c'est plutôt quand je suis arrivée dans mon poste de professeur que j'ai remarqué un peu certaines différences. Par exemple, dans le service à la collectivité, j'ai tendance à vouloir aider, donc je dis oui à beaucoup de choses. Et je ne sais pas si c'est nécessairement parce que je suis femme ou non. Des fois, c'est difficile de faire le lien de causalité, mais j'ai l'impression que quand je dis oui et que je fais des choses, ben là, on m'en demande encore plus et encore plus. Donc, il y a quand même puis il y a un peu ce stéréotype que les femmes sont des caretakers, qu'on s'occupe des autres. Donc j'ai un peu ce sentiment-là des fois dans le service à la collectivité que on en met un peu plus sur les femmes que les hommes. Et j'ai même entendu des collègues femmes qui parlaient que pour être reconnues, pour avoir notre permanence, ben, les femmes, il faut qu'on en fasse plus que les hommes. Donc, c'est pas tout le monde qui dit ça, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui ont internalisé un peu un certain sexisme envers les femmes. Donc, c'est des choses que je pensais pas que je rencontrerais quand je suis devenue prof, mais ouais, ça a quand même été un peu un défi d'entendre ces messages-là d'autres femmes dans le domaine. Et quand je regarde le corps professoral aussi, c'est pas une énorme différence, mais il y a quand même plus d'hommes que de femmes. On est une petite université, donc il y a 12 des professeurs réguliers qui sont des hommes. On est seulement 9 femmes, donc c'est quand même un quart de différence. Donc, c'est ça. Comment j'essaie de le gérer? Ben, on fait de son mieux. J'essaie de mettre mes limites, en apprendre à dire non. Reconnaître aussi, ça essayer de déléguer. Mais, mais c'est ça. Je pense que ça serait le défi que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il y a aussi des écarts de publication entre les hommes et les femmes. Je vais pas m'éterniser là-dessus Ouais. parce que c'est quand même bien documenté. Mais ouais, même quand on n'est pas mère, on peut sentir la pression aussi. Mais merci, Émilie, pour ton partage de ça. Et bien hâte de t'entendre, Euphrasie. Merci Christine. Je donne la parole rapidement à Frazie, puis par la suite, on va passer à deux questions. J'ai déjà une question à la discussion. Peut-être si on a une autre discussion, une autre question, pardon, pour passer à une autre question. D'accord. Alors, moi, je partage déjà ce que les deux ont dit avant moi, parce que au cours, dans le parcours, quand on est à l'école doctorale, on ne sent pas vraiment la différence entre les hommes et les femmes. Mais cette différence-là se fait sentir après le doctorat, lorsqu'on est sur le marché de l'emploi. C'est là que la différence se fait vraiment ressentir. Parce que sur le marché de l'emploi, en tout cas ici en Côte d'Ivoire, les gens ont plus tendance à vouloir privilégier euh, les hommes. Vous voyez, ils ont tendance à privilégier les hommes. Et donc, la petite expérience que je voulais partager ici,
c'est, on va dire, une expérience de janvier passé. Je travaillais comme ça pour un cabinet de consultance. Donc, on avait déjà, on travaillait par, on va dire, par mail et tout ça. Donc, je n'avais pas encore vu physiquement le chef de projet. Et donc, je devais concevoir une enquête et analyser les données, faire l'interprétation et tout. Donc, j'ai fini de travailler tout au long du projet. Je n'ai pas rencontré le chef de projet. Donc, c'est à la fin du projet, donc là où on devait vraiment présenter les données, présenter les résultats, que je rencontre le chef de projet. Et donc, dès qu'il me voit, il s'étonne de savoir que c'est moi le docteur Guité. Il était vraiment étonné parce qu'il ne pouvait pas imaginer que derrière ce nom-là, ce serait une femme qui est docteur. Pour lui, c'était un homme qui faisait ce travail parce que le travail était vraiment de qualité. Mais quand il m'a vu, il était vraiment étonné. Il m'a demandé à 2 fois, c'est vous le docteur Guité? Je dis, oui, c'est moi. C'est vous qui avez fait le travail? Il dit, oui, c'est moi. Donc, ça fait que depuis ce jour, quand il y a des projets, c'est clair qu'il me contacte. Mais il veut dire qu'il y a vraiment encore du travail à faire. Il y a du travail à faire pour que les hommes et les femmes ici puissent avoir les mêmes opportunités et l'égalité dans la recherche d'emploi ou dans l'acquisition même de tâches. Voilà, Ok. merci. Merci beaucoup, Frédéric, pour ton témoignage et surtout pour l'exemple concret. Donc là, on s'entend que c'est surtout après le doctorat, peut-être. Peut-être qu'il y a des défis de doctorat en tant que tel, mais pour des défis de carrière, donc en le laissant plus lorsqu'on commence peut-être un travail après la thèse. J'ai une question ici. En entendant les témoignages, est-ce que c'est facile de trouver un poste en post-doctorat? Est-ce qu'il faut en chercher pendant le parcours de la thèse? Un an, genre un an avant l'achèvement du doctorat, ou il faut attendre après avoir eu le diplôme. Est-ce que une d'entre vous souhaiterait commencer? Moi, je vais commencer. Déjà, oui, c'est assez compliqué d'avoir un postdoc. Un postdoc, c'est toujours compliqué d'en avoir. Après, ça dépend de l'environnement dans lequel on se situe. Si je suis en Côte d'Ivoire, que je recherche un postdoc au Canada, c'est clair que ça sera vraiment très compliqué. Donc, ce qu'il faut faire déjà, c'est avant, c'est-à-dire, on sait, je soutiens quand mon doctorat finit tel, on sait, on a vraiment une bonne visibilité. Et là, maintenant, on peut chercher des post-docs. Parce que souvent, les post-docs, il y a des délais aussi. Donc, on peut chercher avant la fin du doctorat, mais il faut qu'on puisse avoir vraiment la date concrète de la soutenance. Là, comme ça, je recherche avant et si j'ai fini mon doctorat, que l'opportunité se présente à moi, alors je la saisis. Mais il ne faudrait pas attendre d'abord, je finis d'abord mon doctorat et c'est maintenant que je commence à rechercher, à postuler de gauche à droite. Non, c'est mieux de postuler avant, mais il faut avoir vraiment une bonne visibilité, savoir je finis quand mon doctorat et là, comme ça, je peux me projeter et commencer à chercher des postes. Voilà ce que Intéressant, merci beaucoup. Est-ce que Christine ou Émilie souhaiteraient ajouter quelque chose? Veux-tu y aller, Émilie? Non, bah, Ouais, juste très dire que rapidement. les candidatures pour les postdocs, les appels à candidature pour les postdocs, c'est au fil de l'eau. On en trouve un peu toute l'année qui peuvent sortir. Donc, en fait, il y a une notion de veille qu'il faut avoir. On peut pas, parfois on peut anticiper sur certains postes, mais on peut pas, par exemple, le postdoc que moi j'ai eu, je ne savais pas que ce poste allait se libérer. Je l'ai su en fait parce qu'ils avaient publié un appel à candidature. Donc il faut avoir une veille active. Bien sûr, on peut aussi anticiper en réseautant et en sachant, ah ouais, là il y a un poste qui va. Mais parfois, tout simplement en lisant les appels à candidature. Donc, c'est pas un truc qu'on va anticiper 3 ans à l'avance, mais il faut être actif Mhm. sur les réseaux. Excellent, merci. Euh, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Christine, avant de passer à une autre question? Oui, peut-être juste un petit élément. Ben, au Canada, je ne peux pas parler de la situation dans tous les pays, mais au Canada, il y a aussi des bourses du gouvernement ou de certaines fondations privées pour les postdocs. Donc, tout à fait ce que mes collègues ont dit, c'est tout à fait vrai. Il y en a qui sortent à tous les moments de l'année, mais si vous voulez appliquer dans le contexte d'un programme ou d'une subvention, d'une bourse postdoctorale, ben là, d'habitude, il y a des deadlines, il y a des dates limites, il y a des choses à planifier quand même
nous-mêmes. Il faut essayer de trouver quelqu'un qui pourrait être notre hôte. Donc, c'est ça. Au Canada, en tout cas, il y a ces programmes-là qui demandent, d'habitude, c'est un peu un an d'avance. Mais comme les collègues disaient, moi, je recommanderais peut-être un an après, un an avant de finir votre thèse, de défendre votre thèse, c'est un bon moment de commencer à regarder, s'abonner à des listes. Moi, je suis dans des listes dans mon domaine de recherche. Donc, si je reçois des courriels, des nouvelles, et souvent, c'est là qu'il va y avoir des appels à post-doctorat sur LinkedIn, garder un œil sur Twitter. Tu sais, les plateformes qui sont vraiment utilisées par les chercheurs dans votre domaine, ça va vous aider aussi à trouver la licorne, un peu comme Emily disait, les opportunités auxquelles on ne s'attend pas. Oui, tout à fait. Et puis, vous pouvez également en discuter directement avec votre directeur de thèse ou bien être actif dans Mhm. du réseautage, c'est-à-dire parler avec d'autres enseignants qui travaillent sur avec qui vous avez les mêmes intérêts de recherche, qui voudront recevoir aussi des étudiants postdoc par la suite, des stagiaires, pardon, postdoc par la suite. Donc, il y a différentes alternatives, on va dire. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre personne qui souhaiterait poser une question, un commentaire? Alors, j'ai une question par rapport au financement, mais je vais la garder pour la fin, si tu le permets, Chatoucha. Je vais vous demander, mes invités, si vous pouvez nous prodiguer un conseil crucial aux femmes doctorantes qui envisagent des carrières différentes, que ce soit dans le secteur académique, la recherche, la consultation, la gestion ou autre. Et aussi, si vous avez une ressource partant à nous partager, que ce soit je ne sais pas si vous avez déjà lu un article ou un livre, ou vous avez écouté un balado, vous avez assisté à un événement qui a eu un impact significatif sur votre développement professionnel, ou comme on a parlé au phrase sur vos compétences, euh, ou est-ce qu'il existe des réseaux que vous conseillez? Je donne la parole à Émilie. Mais le conseil, c'est de travailler la confiance. Et je pense que c'est un point que Christine et Euphrasie ont touché. En tant que femme, on a des problèmes de confiance. Ça peut arriver à des hommes aussi, bien entendu, hein, mais plus que les hommes, en tendance. Euh, donc, on a facilement tendance à se sentir comme des imposteurs. Et, et- mais aussi dans les relations avec les collègues. Voilà, Christine disait oui, faut que je rende service. Voilà, c'est vraiment typique et c'est quelque chose que je vois très souvent. Les femmes ont ce problème de confiance, c'est-à-dire il faut qu'elles construisent leur confiance. Et ça peut modifier leur carrière. Ça n'est pas qu'une simple question de bien-être, c'est aussi une question de bien-être. Mais franchement, ça a à voir avec la construction de la carrière. Moi, si j'écoute Phrasi, la première chose qui me vient à l'idée, c'est waouh, elle a une confiance en elle en béton. En tout cas, c'est l'image que tu donnes. On sent, c'est quelque chose que tu reflètes. Voilà, ben, je ne dis pas qu'il n'y a pas des doutes derrière, etc. Mais tu donnes une image de confiance. Et j'imagine que c'est aussi cette image-là qui t'a permis de frayer ton chemin. Voilà, c'est que tu te dis pas: «Oh non, il faut que je suis une femme, il faut que je prouve, oh là là, il faut que je rende service». Non, non, c'est: «Voilà, moi je fais ça, je sais que je suis bonne, voilà, je sais qu'il faut que j'aille, chercher telle opportunité». Tu t'es pas posé la question de savoir si tu le méritais, si tu le méritais pas, si tu avais ta place. Ou peut-être tu te l'es posé, mais ça, tu as réussi à le surmonter. C'est quelque chose qu'on perçoit chez toi, en tout cas moi je le vois. Et ça, c'est vraiment, je sais qu'on a beaucoup de mal, en tant que femme, à le travailler, mais c'est quelque chose qu'on doit il faut pas hésiter à dire: «Je suis là, parce que je suis bonne, je l'ai mérité» et non pas écraser les autres. Il s'agit pas de venir comme ça, Mhm. mais on n'a pas à se justifier. Donc c'est vraiment sur cet aspect de confiance que je vous dirais, de travailler. Ne sacrifiez rien, c'est pas la peine de sacrifier sa vie de famille, on peut ou les autres aspects, mais on est comme on est et on avance comme on est sans avoir honte de ce qu'on est en tant que femme. Merci beaucoup, Émilie, pour ce beau partage, ce beau conseil. Euphrasi? Juste pour vous rappeler, il nous reste une dizaine de minutes, donc je donnerai la D'accord. parole à vous deux pour recevoir des questions, commentaires. Ok, merci. Donc, moi, je rejoins Émilie sur la confiance en soi. Je vais ajouter l'acharnement et la rigueur dans le travail. Donc, tu as la confiance, il faut vraiment être acharné dans ce que tu fais et mettre aussi de la rigueur. Quelles que soient les difficultés, dans le monde de la recherche, il y a toujours des difficultés.
mais il faut être vraiment focalisé sur son objectif et travailler pour y arriver. Ne pas se laisser vraiment déstabiliser, comme il l'a dit, par tout ce qu'on voit tout autour de nous, mais rester vraiment focus, on va dire, sur son objectif, être acharné et mettre toujours de la rigueur dans ce qu'on fait. Donc, en plus de ça, pour ces personnes, pour ces doctorantes et tout, je peux leur conseiller aussi comment on appelle ça, de participer aux conférences, aux colloques et tout ça. Ça permet aussi d'avoir, de diversifier ses connaissances, mais aussi d'avoir, comment dirais-je, d'avoir un réseau solide qui pourra plus ou moins les aider dans leurs recherches, les orienter, qu'elles auront vraiment des difficultés pour ci ou ça. Voilà. Merci, Euphrasie. Christine? Oui, ben, je rejoins Euphrasie et Émilie également. Moi, j'avais pensé à l'idée de quand on fait des entrevues pour un emploi, recadrer un peu la perspective et se dire, ah, ben, c'est moi qui fais l'entrevue avec l'employeur. C'est eux qui seraient chanceux de m'avoir. Justement, la question de confiance et de reconnaître nos propres capacités et de se dire pas juste, OK, est-ce que je vais avoir la chance d'avoir le poste, mais aussi eux, ça serait une chance pour eux de m'avoir. Puis, est-ce que c'est un endroit où je veux travailler? Est-ce que ça répond à mes besoins? Je pense que c'est une manière de se revaloriser, de se remettre en priorité, développer son réseau professionnel, comme Euphrasie disait, mais aussi son réseau personnel, être entouré de personnes dignes de confiance. Pour moi, ça a été vraiment important d'avoir, si c'est un entourage, ma famille, des amis proches qui m'ont toujours encouragée, qui étaient là à me supporter dans les moments plus difficiles du parcours. Et aussi se mettre en priorité. Donc, apprendre c'est quoi nos limites, apprendre à dire non, un peu comme Émilie disait, préserver des moments pour s'occuper de soi, de son bien-être, de notre famille, des gens autour de nous. Donc, c'est pas l'académie à tout prix, mais se respecter là-dedans. Je pense que ça va nous aider à trouver la place où on va être bien, peu importe que ce soit dans l'académie ou ailleurs. Merci beaucoup, Christine, Euphrasie et Émilie, pour vos témoignages. Nous tirons de cette discussion vraiment de plusieurs recommandations qui sont pertinentes, de belles réflexions, je vais dire. Euh, je donnerai la parole à notre public. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser une question, qui ont un commentaire? Alors, j'ai Christine qui a partagé l'organisme Taisez-vous, qui est une bonne ressource. Oui, on pourrait l'ajouter euh, dans... Vous pouvez aller voir, c'est vrai, ils ont beaucoup d'activités intéressantes pour les personnes au doctorat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai une question ici, j'ai deux questions privées ici. Une personne qui a demandé les moyens de trouver du financement en fait pour réaliser un doctorat ayant des aspects de diversité assez spécifiques, culturelle et religieuse, on va dire, et elle trouve de la difficulté de trouver des financements. Si Chatoucha pourra nous préciser le pays, je ne sais pas si elle est au Canada ou pas, mais elle est dans le domaine des sciences de l'éducation. Donc, je sais que ça ne répond pas parfaitement à notre thème du panel, mais si vous avez des conseils ou des recommandations pardon, à nous partager par rapport au fait de trouver du financement pour un doctorat. Juste pour te dire, Chatoucha, par exemple, moi, durant mon doctorat, je n'avais pas de financement, donc on risque tous d'avoir des financements comme ça, mais il faut maintenir la cadence. C'est une aventure, la thèse, c'est une aventure, mais je laisserai la parole à mes invités s'ils ont des recommandations. Ben, je peux parler un peu du contexte canadien. Il y a les universités qui peuvent donner des bourses d'admission. Donc, regardez, ça varie par programme souvent. Donc, regardez au sein de votre institution. Des fois aussi, les associations étudiantes ou les syndicats vont avoir des petits fonds pour financer un colloque ou une conférence, un déplacement. Donc, ça, c'est quelque chose à regarder. Les financements du gouvernement. Au Canada, on a également quelques fondations privées. Donc, par exemple, la Fondation
Ricard finance les Canadiens et Canadiennes en contexte francophone minoritaire, donc les francophones hors Québec. Donc, je ne sais pas s'il y aurait quelque chose de similaire en France, mais des fois, c'est ça. Des fois, c'est les institutions, les gouvernements, mais il y a aussi des organismes ou des organismes à but non lucratif privés qui, des fois, s'alignent avec nos besoins. Sinon, faire un peu d'enseignement, je sais que ça peut être difficile. On est dans la question de balancer les priorités, mais c'est une manière. J'ai des collègues qui n'ont pas eu de bourse, donc qui enseignaient des charges de cours pour financer leurs études. Donc, ça aussi, c'est une option. Tout à fait, oui. Je rajouterais rapidement, puisqu'on est dans le contexte canadien, au Québec, puis si c'est mon cas, au Québec, il y a des bourses. Ben, ce ne sont pas de financement ou des subventions de doctoral en tant que tel pour payer le doctorat, mais déjà au Canada, on est exonéré des frais supplémentaires, par exemple, pour les personnes qui viennent d'autres pays. Mais il y a des facultés, le cas du Québec, les facultés donnent des petites bourses à chaque session de réussite de cours ou bien de réussite de thèse d'examen doctoral, etc. Et c'est finalement, ça englobe en fait l'enveloppe budgétaire accumulée. Donc, on peut trouver des portes ouvertes. Il y a Elena qui a créé au Québec les 90% sont des bourses pour les étudiants inscrits à temps plein. Oui, il faut mentionner ça, c'est vrai. Lorsqu'on parle de subventions gouvernementales, généralement, il y a la condition de faire un doctorat à temps plein. Je ne sais pas si c'est 100%, mais elle a mentionné 90%, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres partages? Bon, est-ce que Émilie, Phrasé, vous souhaitez ajouter quelque chose pour le mot de fin? On a des remerciements dans le chat. Il y a Caroline qui a levé sa main. Nous sommes déjà à 13 heures. Est-ce que vous avez un moment à nous donner encore plus? Oui, parfait. Caroline, à toi la parole. Bonjour. Et je vais mettre la vidéo pour qu'on puisse me voir. Bonjour. Je sais pas si c'est bonsoir. Moi, je Oui. suis en Turquie. Moi, je suis en Turquie, étudiante en doctorat administration des affaires. Je suis camerounaise. Bon, je vous ai pris vraiment vers la fin parce que je viens de lire le message. Je n'avais pas ce message. J'espère pouvoir participer les prochaines fois et être vraiment à l'heure. Donc, je n'ai pas pu suivre, je n'ai rien suivi, je viens à peine de me connecter. Je tiens à vous dire merci. Et puis, mon inquiétude est beaucoup plus sur le choix du sujet. Parce que ici, j'ai un problème, c'est que je suis les cours complètement en turc. Parce que moi, je suis camerounaise et nous parlons français et anglais là-bas. Mais malheureusement, ici, le cycle doctoral n'a pas ni anglais ni français. Donc, on est obligé de travailler en turc. Du coup, j'ai ce problème de choix ou bien je vais pourtant dire formulation du sujet parce que j'en ai formulé plusieurs et mon encadreur conseil n'a pas validé jusqu'ici. Toutefois, je suis encore en train de travailler sur d'autres sujets et en même temps, je vais passer les examens de passage en janvier. S'il plaît à Dieu, tout va bien se passer et puis je passerai à la rédaction de la thèse. Déjà, merci pour tout. Je ne sais pas s'il y a un conseil en ce qui concerne la recherche d'un sujet ou bien la formulation d'un sujet proprement dit. J'ai lu plusieurs, mais sincèrement, je ne sais pas pourquoi mon sujet n'est pas encore approuvé jusqu'ici. Donc, voilà Merci. mon problème. Merci. Merci beaucoup, Caroline, pour ta question, ton Merci à vous. commentaire. La séance a été enregistrée, donc par la suite, nous demanderons à nos invités s'ils accepteront de la partager dans notre chaîne YouTube. Donc, vous aurez un lien pour la regarder si cela convient à tout le monde. Pour D'accord. ta question, elle ne fait pas vraiment partie, comme on a dit, non plus du thème, mais certainement, c'est un thème intéressant que nous pourrons prendre en considération pour des prochaines sessions du Doc. Je pourrais donner 3 minutes quand même à nos invités s'ils voudront ajouter quelque chose par rapport à notre thème d'aujourd'hui ou pour répondre à Caroline s'ils ont des conseils par rapport au choix d'un projet ou d'un thème pour un projet de thèse. Sinon, ben, je vous laisse également le mot de fin, Émilie, Christine, Ophrasi. Vous pouvez commencer, merci.
question. Émilie, vas-y. Euh, Bien, le mot de la fin, c'est je pense, de savoir saisir les opportunités, hein. C'est ce qu'on a vu avec finalement nos trois parcours qui sont tellement différents, hein. Christine, Frazy, moi-même, on n'a pas du tout les mêmes parcours, mais je pense que il y a eu une question d'opportunité, de savoir qu'est-ce qui nous convenait à nous, parce qu'il y a, c'est pas seulement s'adapter au monde extérieur et saisir les opportunités du monde extérieur, c'est savoir qu'est-ce qui nous convient à nous, d'abord être clair avec ça, de quoi on a envie, et à partir de là, on arrive à saisir les opportunités, je pense. Excellent, merci. Christine? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Puis je pense en termes de choisir un projet, ben ça revient ce qu'Émilie disait tout à l'heure aussi, tu sais, de c'est quoi nos besoins, qu'est-ce que nous, on veut explorer, on est curieux par rapport à quoi. Puis moi, j'avais mélangé ça avec un peu de stratégie pour essayer de m'assurer qu'il y aurait des débouchés, que mon projet me permettrait de développer les habiletés pour atteindre mes objectifs, dans le fond. Mais je pense qu'il faut les deux, hein, c'est comme une recette. Puis si on n'aime pas notre projet ou c'est pas quelque chose qui nous intéresse, ben finir la thèse, ça va être très difficile. Mais très bien dit, Émilie. Puis ouais, pour moi, c'est vraiment se mettre en priorité, se respecter, identifier nos besoins, puis préserver des moments malgré le stress du doctorat puis d'être sur le marché du travail, s'entourer de personnes de confiance parce qu'on n'est pas tout seul. Puis même les doctorants, ben il y a d'autres doctorantes, d'autres docteurs autour de nous. Donc se rappeler qu'on n'est pas seul, puis que la vie arrange toujours les choses. Merci beaucoup, Christine. Euphrasie? Ok, merci. Donc, moi, je rejoins Émilie et Christine. Et donc, il faut juste se fixer un objectif et travailler dur pour atteindre son objectif. C'est tout ce que je veux ajouter. Puis c'est ton cas spécifiquement. Oui. On est fiers de l'entendre, surtout parce que il y a beaucoup de personnes qui ont ce rêve ou un objectif depuis le jeune âge et qui voudront le réaliser. Puis j'aime beaucoup la diversité de vos témoignages, de vos expériences également. Puis ça reflète différents contextes, comme on a dit, à l'échelle internationale. Euh, j'ai une question. Pouvez-vous nous partager le lien pour les prochaines rencontres? Donc, ça viendra, Caroline. Suivez nos réseaux sociaux. Nous allons vous envoyer ça également par courriel, certainement, si c'est possible. Ben, sur ce, je vous remercie grandement de votre précieuse collaboration, Émilie, Christine et Euphrasie. C'était vraiment un honneur et un grand plaisir pour moi de modérer cette séance et de recevoir vos témoignages. J'espère que c'était enrichissant et pertinent pour nos participantes et participants. Et puis, je laisse un message pour toutes les personnes qui sont autour de la table. Si vous souhaitez devenir membre, n'hésitez pas à nous écrire. Et vous pouvez aussi profiter de l'occasion de faire rayonner votre recherche à partir de notre activité de rayonnement qu'on fait à chaque mercredi. Donc, sur ce, je vous remercie encore une fois et c'est la fin de notre séance et à bientôt. Merci à toi, Raoula. Merci tout Merci le monde. beaucoup. À Un plaisir bientôt. de vous rencontrer, Émilie, Euphrasie.